Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Dorcy Rugamba. Bonsoir. On est ravi de vous avoir ce soir. Trois questions pour commencer tout d'abord. Si vous étiez, Dorcy, une odeur d'enfance, vous seriez laquelle? Une odeur de goyave. J'ai été un maraudeur quand j'étais tout petit. D'accord, c'est pas bien ça. Ah, c'est pas bien, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à voler des goyaves dans les couvents des missionnaires. Ouais. Et à chaque fois que je rencontre des goyaves, ça me remonte vraiment très très bien à l'enfance. D'accord, si vous étiez un sentiment? Ce serait l'amour, parce que je pense que c'est le plus grand sentiment et une solution à beaucoup de problèmes. Ouais. Et si vous étiez un pays? Alors, ce serait un pays mythique, idéal. Alors, il y a plein de pays mythiques. Ça pourrait être l'Atlantide, ça pourrait être l'île d'Utopie de Thomas More. Mais je dirais, bon, l'Atlantide pour trancher. On est dans l'utopie. On est dans l'utopie. Un peu loin du réel, mais on va tout de même parler du réel Oui. ce soir à l'occasion de ce que vous allez présenter au Théâtre National. Vous êtes l'invité Dorcy de LCR ce soir. Les terres sont marquées, obsédantes au point qu'il m'arrive de passer une journée sans lever les yeux au ciel, pourtant sublime sur nos têtes. C'est une part de notre beauté dont nous avons rarement conscience, comme l'air pur sur les hauteurs. On annihile des litres inconsciemment sans s'arrêter le temps d'un souffle pour en goûter la fraîcheur. La première fois que j'ai vu quelqu'un s'en délecter, je venais de découvrir pour la première fois le monde extérieur. Je rentrais alors au pays après un périple de plus de 3000 km de route en camion qui m'avait mené jusqu'aux confins des terres, à Mombasa. En face, l'océan Indien, ses îles et ses légendes. Au loin, l'Orient dont les langues et les dieux m'aspiraient. La côte Swahili est un ravissement de tous les sens. Nous avions vu à l'aller le Kilimanjaro, traverser les parcs naturels, croiser des fauves et rencontrer des bêtes mythiques. Nous avions visité les temples hindous de la ville de Mwanza et mangé des perches grillées sur les marches du lac. Nous avions vu tant de merveilles sur le chemin de l'aller et du retour, mais en retraversant la frontière rwandaise à Rusumo, Ali, notre chauffeur, rangeant le track sur le côté, est sorti de la cabine pour s'étirer sur l'asphalte. De ses narines, il se remplit les poumons d'une bonne gorgée de ce bon vieux pays et s'écria « Hewa Rwanda, l'air du Rwanda ». Merci Dorcy. L'ère du Rwanda, Lettres aux absents, c'est le titre de votre livre. Vous allez lire, effectivement, comme vous l'avez fait ce soir ici, on vous en remercie, sur la scène du Théâtre National. On donnera les dates en fin d'émission. Tout d'abord, comment on se prépare pour lire son texte qu'on écrit souvent en silence? Comment on se prépare pour le lire devant un public? C'est différent, c'est un exercice différent évidemment de l'écriture, parce que dans un livre, on s'adresse à une personne à la fois. Ouais. Et là, sur scène, on s'adresse à une assemblée, à une communauté. Je crois que moi, je cherche d'abord la gens, l'adresse. Vraiment, je demande toujours à ce qu'on mette un peu de lumière pour accrocher les visages des gens, de leurs yeux, et de pouvoir vraiment leur adresser la parole. Et alors, à chaque fois, c'est un acte unique parce que les personnes ne sont pas les mêmes tous les soirs. Bien sûr. Et vous sentez leur réaction? Bien sûr. Je sens la réaction. C'est un texte qui, bien qu'il traverse aussi des moments durs, mais il y a de l'humour, il y a de la beauté. Je suis très sensible au fait que, par exemple, les personnes puissent rire. Oui, il y a de l'humour, c'est ça qui est dingue. Oui. Il y a de la musique aussi. Je vais tout de suite citer Majnoun qui est avec vous sur scène. C'est un guitariste, multi-instrumentiste, chanteur, qui est un ami, j'imagine, maintenant. Qui est un ami, qui est une personne qui m'accompagne sur cette route. On est au-delà vraiment de rôles partagés un petit peu comme ça. C'est plus un acte spirituel que nous faisons ensemble. Cette lettre s'adresse aux absents, comme le dit le titre, mais pas seulement en fait. Ça s'adresse à tout le monde, mais par rapport aux absents, vous vouliez leur redonner un visage, un nom, et pas seulement un profil de victime, parce qu'on a tendance à dire c'est les victimes, parfois on met un chiffre, on ne met plus de nom, ce sont des individus en fait. C'est ça que vous vouliez faire? C'est ça que je voulais faire, parce que 30 ans après le génocide, je me suis rendu compte qu'en fait, les victimes risquaient de disparaître de notre conscience et de la connaissance des gens, pour n'être plus finalement que des suppliciés.
Et c'est aussi une autre tragédie, à l'intérieur de la tragédie, en fait, qu'on ne puisse connaître les gens qu'à travers les conditions atroces de leur départ. Une nouvelle tragédie, quoi, c'est ça. C'est ça, en fait, parce que la vie de quelqu'un est au-delà de ses conditions végétatives. Donc, il y a une culture, il y a des projets qu'ils ont portés, il y a une ambition, il y a tout ce qu'ils ont laissé et qui demeure. Et c'est de pouvoir se rappeler d'eux, vivants, comme ils l'ont été, en fait, finalement. Vous êtes un rescapé du génocide parce que vous étiez à Boutaré à ce moment-là, à l'université. Votre papa, votre maman et six de mes frères et sœurs. 6 de vos frères et sœurs ont été assassinés. Vous étiez artiste à l'époque déjà, puisque vous dansiez, on va en parler, dans l'école d'ailleurs de votre papa, je crois. Hein. Oui. C'est ça, les ballets, les ballets rwandais. Totalement. Est-ce que l'art vous a aidé, vous aide encore aujourd'hui à surmonter tout ça? Oui, bien sûr. Ce qui m'a sauvé, c'est d'être effectivement, ne pas être à la maison à ce moment-là. J'étais à l'université qui se trouve à l'époque à Boutaré, au sud, à 30 km de la frontière burundaise, ce qui m'a permis de partir assez vite. Et après le génocide, j'avais déjà commencé le théâtre, j'avais une compagnie déjà à Boutaré, une compagnie de danse, une compagnie de théâtre. Et le théâtre est revenu vraiment comme une ressource, comme une nécessité. Et c'est une aventure qui continue encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui irrigue ma vie, qui est pas seulement un mode d'expression, mais un rapport au monde. Mais c'est intéressant ça, parce que vous aviez commencé des études de pharmacie à Boutaré, et vous avez choisi plutôt le théâtre, plutôt l'écriture, on va en parler. Ça veut dire que ça vous aide plus, en fait, vous aviez besoin de ça? J'ai réalisé que ce n'était pas ma vocation vraiment de vendre des médicaments. Et que je prenais beaucoup plus de plaisir dans le monde de la littérature, du théâtre, d'être sur scène, à la fois d'écrire, de jouer pour d'autres metteurs en scène, de mettre en scène moi-même. Et le théâtre, c'est presque un sport d'équipe. C'est aussi ça, en fait. Ça se fait en famille, avec différentes corporations de métiers. Et ce cercle magique est quelque chose qui permet totalement de vivre. Ça enchante un peu, entre guillemets, la vie tout de même. Vous êtes arrivé après Paris en Belgique, du côté de Liège. On va regarder une affiche. Les plus anciens s'en souviennent, comme on dit dans l'expression. C'est Rwanda 94, parce que vous avez coécrit avec Jacques Décuvellery, Groupe Off, tout ça. Ce spectacle, c'est ça? Oui, il y a 6 auteurs sur Rwanda 94, je suis l'un d'eux, mais je n'écrivais pas seulement, je jouais aussi sur scène. Dedans, et c'est d'ailleurs à la suite de ce spectacle que j'ai décidé de rentrer au Conservatoire de Liège, dans la classe justement de Jacques Décuvellery, de Max Parfondry qui n'est plus, et de Mathias Simons. Et ça a été un déclic, un moment de rupture et de changement. Succès mondial, international. Est-ce que le regard par rapport au génocide rwandais a petit à petit changé? On était en 99, je crois, quand ce spectacle a commencé à tourner. Parce qu'au début, c'était un peu vu d'ici, une guerre presque de tribu contre tribu, quoi. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte de ce qui s'était vraiment passé. Je pense que Rwanda 94 a contribué à faire connaître la nature de ce qui s'était passé au Rwanda. Et effectivement, c'était juste au lendemain du génocide, c'était toujours en débat, le fait que ce soit un génocide, qu'il n'y ait pas ce récit que l'on retrouve systématiquement quand il y a des conflits en Afrique, des tribus qui se détestent depuis la nuit des temps, donc une violence endémique, cyclique. Et puis c'est un peu pour se détacher, si on dit ça, hein. Vu d'Occident, voilà, se battent entre eux, quoi. Voilà, ça met au loin. Et le fait que c'était une distribution mixte, où il n'y avait pas que des artistes rwandais, belges, français, suisses, avec un chef d'orchestre qui n'est plus, que je salue, Gareth List, qui était américain. Tout ça faisait en fait que finalement, un crime contre l'humanité concerne tout le monde. C'est-à-dire c'est l'humanité tout entière qui a été endeuillée. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais très très fort justement dans l'aventure de Rwanda 94. Qu'on retrouve fort dans vos choix d'écriture, de participation, notamment un opéra. On va regarder un court extrait, une bande-annonce d'un opéra que vous avez coécrit avec Sisako, si je ne m'abuse, il y a 2 ans déjà. Le temps passe vite, on regarde.
Voilà, musique de Damon Albarn, beaucoup de danseurs aussi. Ça vous rappelle votre jeunesse, les ballets de Rwanda, non? Oui, il y avait beaucoup de danseurs. L'opéra, en fait, je ne l'ai pas coécrit. J'ai fait une collaboration à la mise en scène avec Abderrahmane Sissako. Ouais. C'est aussi une magnifique aventure avec beaucoup d'artistes sur la grande scène du Châtelet. Vous dites, vous dites beaucoup d'artistes. On retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le groupe, on est ensemble, quoi. Oui, absolument. C'est un exercice assez particulier parce qu'il faut trouver un dénominateur commun. Il faut aller chercher les gens un à un, mais aussi les retrouver dans une forme d'intelligence collective. C'est pour ça que c'est un art vivant, éphémère, mais qui a vraiment sa propre vertu. Ouais. Alors, il y a le cinéma aussi qui s'est emparé, entre guillemets, de cette thématique-là. Hôtel Rwanda, ça c'était un petit peu Hollywood, hein, on va dire, même si ça a le mérite d'exister. Il y a eu Petit Pays aussi, d'après Gaël Faye, qui était repris. Et puis, le film de Bernard Belfroy, il était venu ici pour nous en parler. Ça s'appelait Une des 1000 collines. On va regarder un court extrait, on n'a plus beaucoup de temps, mais un court extrait. nkatwe n'abakuru buriya jenoside ntabwo yabaye impanuka yarateguwe kandi abantu barimo bapfa kandi aribo bari guhigwa hahigwaga abana b'abatutsi cyangwa se umututsi uwo ari we wese abana b'akangarambe icyo banziho nyabureka iyo baza kureka ntibabajyane ngo babishyike ngo abana n'ubwo mbaheruka. Voilà l'histoire de ces trois enfants sur une des 1000 collines. Vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille. Oui, je vais essayer de le retrouver. Bernard Belfroy, une des 1000 collines, je crois que ça doit exister en DVD. Et un des sous-titres du film, c'est « Ils ignoraient qu'au Rwanda, être Tutsi était un crime ». C'est un peu ça, en fait. À ce moment-là, vraiment, pendant les 3 mois d'une violence, une folie... Pendant 3 mois, vraiment, ça a été difficile pour beaucoup de gens de trouver un refuge. C'est devenu, dans l'espace, un crime, effectivement. Ouais. Merci pour ce livre. Merci pour cette écriture. Il est publié chez Lattès. Il est publié chez Lattès. Voilà. Ça s'appelle « Lettres aux absents ». Et Rwanda est aux absents. Vous allez le lire publiquement dans le cadre des Midis de la Poésie, je crois, et du Festival des Libertés au Théâtre National ce jeudi. C'est à 12h30, ça c'est pour les Midis de la Poésie, 12h30 au National, et puis le lendemain, vendredi, en soirée alors, au studio, à 20h. À 20h. Au Théâtre National. Merci beaucoup, Dorcy. Merci. D'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.